Bonsoir. Est-ce que vous êtes bien installés? Ça a l'air pas mal. Alors, il y a des personnes qui étaient là à 17 heures pour la visite guidée. On a beaucoup parlé du langage des images. On va s'occuper maintenant des images du langage en musique avec Stéphane Bloch. Donc, grand merci d'être là. Et puis, encore une fois, grand merci à toute l'équipe de la Fondation Michalski pour l'accueil et pour tout. En route. Zalando, Zara, Amazon. Il est loin le temps de l'apprentissage chez Cartier, au Locle. 1 millier d'employés réunis en décembre pour un souper de boîte gastronomique avec danseuses, chanteurs, magiciens et feux d'artifice. Comme le veut la coutume, une fois en poche son CFC d'horlogère, Rosalie a rejoint les chaînes de production. A rabâché les mêmes mouvements, fixé par exemple les 3 vis des ponts de Barillet, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois. Aujourd'hui, pour rencontrer Rosalie, il faut quitter la plaine du Rhône, remonter le Val d'Illier et depuis le village du même nom, emprunter une route sinueuse et continuer de grimper pendant une dizaine de minutes à travers forêts, pâturages. Son chalet se trouve 300 mètres après le panneau « Passage interdit » en contrebas d'une route non déneigée. Elle nous invite alors à descendre dans sa cave pour rejoindre dans une partie du local de chauffage son petit atelier d'horlogère indépendante. 4 mètres carrés, tout au plus. Des parois ornées de quelques coucous qui n'ont plus qu'une valeur sentimentale. Rosalie ne porte pas de montre, mais 2 boucles d'oreilles en argent qu'elle a fabriquées elle-même et autour du cou une lunette grossissante. Elle revêt des doigts en latex rose pour éviter d'oxyder les pièces. Elle s'installe à l'établi. Sur le plan de travail, il y a un babyphone pour son fils de 6 mois, un porte-tournevis égayé d'une licorne à crinière bleue qui fait beaucoup rire sa fille de 2 ans, et une horloge neuchâteloise à balancier qu'elle a révisée la veille. Ce matin, la lampe du bureau est inutile. Le soleil inonde les fenêtres et fait la joie du photographe. Vue sur les majestueuses dents du Midi, la forêt dissimule les habitations de la vallée. Quel calme, quelle solitude. Rosalie parle d'une renarde qui passe fréquemment devant le chalet, de 2 aigles juvéniles et d'un chevreuil qui partage le foin de ses chevaux. Cette fois, le temps s'est arrêté. Oh oui, il est loin. Le temps du travail à la chaîne chez Cartier, celui des horaires et de la rentabilité. Elle jouit désormais d'un luxe qui n'existait pas à l'usine. Celui de pétouiller, comme elle dit. De prendre le temps de réparer une montre qui a déjà été portée par 5 générations, un objet qui lui survivra. Do it yourself, e-commerce, obsolescence programmée. Qui a décidé? Qui a tranché entre qualité, quantité? Bouche à oreille, publicité, sur mesure, prêt à porter. Derrière la vitre d'une étagère,
un livre de Paul Morand, L'allure de Chanel. Et affiché au mur une photo dédicacée du champion de lutte à la culotte Romain Collot. Isabelle est en train d'assembler 2 parties de bretzon, le veston traditionnel de l'Armaï. Elle porte un ruban métrique autour du cou, des bracelets de pierres alpines autour du poignet. Elle ne coud pas sur sa Bernina Calypso, la petite machine électronique qui l'accompagne depuis ses 13 ans. Elle utilise l'industrielle, la PFAF, qui ne fait que le point droit, mais convient à la robustesse du triège. Elle fait maintenant des lignes de points de chaussons rebrodés sur les bords du costume. En la voyant travailler, méticuleusement, à la main, je prends conscience qu'elle n'est pas que couturière. Cette petite fille d'agriculteur des 2 côtés, comme elle se présente, a souvent porté le tzakillon, la robe traditionnelle. En tant que fille et sœur de fromager, elle est fière de l'exhiber lors de la fête fédérale des costumes à Zurich, en tant que membre de la Fédération fribourgeoise des costumes et coutumes, lors du Salon de l'agriculture de Paris et même lors du Festival international des arts de Shanghai, en tant que demoiselle d'honneur des sonneurs de cloches de la Roche. Elle dit que quand on porte le costume, on se tient plus droite, on se souvient de qui on est. Des mots qui rappellent ceux de son idole, la grande couturière Coco Chanel. Si une femme est mal habillée, on remarque sa robe, mais si elle est impeccablement vêtue, c'est elle que l'on remarque. Tu pourrais juste me recoudre ça ? Non. Il faut savoir dire non. Savoir refuser parfois les retouches, car c'est le piège du métier. On est submergé de boutons, d'ourlets, on devient couturière à plein temps. Ce que veut Julia, c'est imaginer sur papier craft de nouveaux modèles pour sa marque et avoir le temps de les réaliser. Vous trouverez ainsi dans sa nouvelle collection un tailleur composé d'un rideau de douche et d'une ceinture de sécurité routière. Un caleçon masculin devenu crop top féminin. Ou un manteau fait de 2 couvertures militaires. De plusieurs habits usés, elle en crée un nouveau qu'elle photographie, publie sur son compte Instagram et vend souvent trop rapidement pour pouvoir organiser un défilé. La plupart du temps, elle se sert dans son stock de costumes, elle se rit des styles, des vogues, tourne le dos à l'industrie vestimentaire, ses conditions de travail, son désastre écologique. Elle s'installe près du fourneau à pellets, sort sa blague à tabac, cousu main, et se roule une cigarette. Ses yeux brillent. Par la fenêtre, on ne distingue qu'une forêt dense et le sentier qui remonte vers la Venoge jusqu'à la Tine de Conflans. Ses yeux brillent car elle est ici à sa place. Il y a un miroir vertical déposé sur un chevalet. Il y a aussi un vieux plancher qui était celui d'une usine jadis florissante, une filature de lin. L'atelier de Julia était à l'emplacement de la teinturerie. Pour peu, on entendrait les bavardages des ouvrières occupées à colorer le monde. Le 24 avril 2013, un immeuble s'effondre dans un faubourg de la capitale du Bangladesh. Il abrite plusieurs ateliers de confection textile. Tous travaillent pour des marques internationales. H&M, C&A, Zara. On dénombre 1135 morts, dont un grand nombre de femmes et d'enfants.
Le bâtiment abritait auparavant un atelier de métallurgie. On n'en a conservé que le plomb et le cuivre, les deux meilleurs moyens d'assembler des morceaux de verre, de jouer avec la lumière. Une immense verrière est ainsi parée de vitraux. Chaque œuvre raconte une histoire médiévale, contemporaine, biblique, comique. Qu'on décode ou non ces histoires, les couleurs nous contaminent, l'œil vacille, les vitraux tressaillent en fonction du lieu, de l'heure, du ciel et des humeurs. On se demande alors, que deviennent les vitraux quand le soleil se couche? On visite les lieux, fours, meuleuses, perceuses, sableuses, tables lumineuses, plaques de verre soufflé, pots d'émail, peinture à l'eau, grisaille. En guise de démonstration, Béatrice réalise pour nous un vitrail formé de 4 pièces, 4 couleurs. Sur un croquis, au crayon, on croit reconnaître un lac, une colline, un ciel, un soleil. Elle découpe 4 calibres en carton qu'elle reporte sur la plaque de verre. À l'aide d'une roulette en tungstène, elle incise le verre qu'elle fractionne. Ensuite, avec une pince, les arrondis sont toujours un peu compliqués. Le verre aime la ligne droite. Vient ensuite le montage, sa partie préférée. Elle cloue des planchettes à même son établi pour définir le cadre. Elle emboîte ensuite la première plaque de verre sur un profilé de plomb. Elle s'aide d'un couteau à plomb pour bien enfoncer le verre dans les ailes du plomb. Un léger coup de marteau amorti par un taquet de bois est parfois nécessaire. Elle répète l'opération avec les 3 autres morceaux, puis s'empare de son fer à souder pour solidariser les plombs. Plus fastidieux est l'indispensable nettoyage. Souffler sur le verre et frotter. Frotter longuement avec un torchon. Elle nous dit, le vitrail, c'est une moitié d'artisanat et une moitié de poutre. Le siècle des Lumières, son culte de la pensée, les nobles quêtes de l'esprit, le mépris du travail manuel, la valeur d'un être humain se mesurait désormais à sa mémoire, son lexique, sa vitesse de raisonnement, son pouvoir d'abstraction. Plus rien ne servait de frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui, comme le préconisait ce bon Montaigne. Le monde entier s'était assis, presque immobile. Les yeux ne servaient qu'à lire, les mains à écrire. L'art avait gagné sa majuscule, il était devenu beaux-arts. L'artisanat des forgerons, des couturiers, des potiers devint l'affaire des petites gens, la basse besogne de celles et ceux qui étaient mal nés, distraits à l'école, nuls en grammaire, trop lents en calcul, juste bons à se servir de leur pauvre corps. L'industrialisation n'arrangea rien. Les profits des chaînes de production, l'emballage, le prix, le slogan, la provocation de la demande, la profusion de l'offre, les artisans n'étaient qu'une survivance du passé. Ils faisaient tourner à l'envers la roue de l'histoire, comme l'écrivait Karl Marx. L'avenir allait se jouer dans les bureaux, dans les usines, pas dans les ateliers. Une pipe métallique en guise de poignée de porte. Un large sourire au lieu d'une poignée de main, radio suisse jazz pour la bande-son et l'odeur âcre du charbon. Bertille était en train de découper à la scie mécanique une barre en inox vouée à devenir un élément d'une enseigne, une lune. Elle porte maintenant
une paire de lunettes de protection et un épais tablier de cuir confectionné sur mesure par son voisin sellier. Elle nous montre les ingénieux plis horizontaux qui dessinent sur son ventre et qui correspondent aux plis du cou de la vache. Tout le génie de l'artisan, ajoute-t-elle avec malice. Elle allume le feu, elle remue la houille, règle le tirage, il fait déjà 2000 degrés au centre du foyer. Elle s'empare d'une grosse pince, dont le manche paraît trop large pour ses petites mains. Elle dépose la barre dans le feu, attentive à la couleur du métal. Si le rouge passe au orange vif, l'inox perd sa propriété inoxydable. Elle présente ensuite la barre incandescente entre les crocs d'un imposant marteau-pilon, un outil assourdissant qu'elle conduit à l'aide d'une pédale. C'est un peu ma machine à coudre, elle dit. Retour au foyer. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le travail se fait maintenant sur l'enclume. Elle plie la barre en l'introduisant dans une fourchette en acier, puis en tirant de toutes ses forces bien campées sur ses appuis, ses gros souliers. Elle peut maintenant dresser la barre, la marteler pour la rendre plate. Le geste de son poignet reproduit le mouvement d'une bielle de locomotive 4 fois, 5 fois. Elle répète l'opération 6 fois, 7 fois. Une rasade d'eau fraîche au goulot 8 fois, 9 fois. Son visage noirci par la houille, précision de l'œil, finesse du geste 10 fois, 15 fois. Il faut tenir le rythme, un engagement de tout le corps, une sorte de méditation. La main gauche pour la direction et la droite pour l'intensité, le rythme. Jamais plus je ne passerai sous une enseigne sans imaginer le nombre de coups de marteau qui ont résonné dans la forge pour obtenir ces lettres, ces motifs, ces volutes. L'atelier, le cocon, le nid, le foyer. Refuge ou créer, mais aussi parfois, comme au temps des guildes médiévales, dormir, manger et refaire le monde. Bien entendu, on n'est pas à l'abri d'une dérive romantique purement photogénique, mais tout de même, il suffit d'entrer dans un atelier pour se sentir léger, privilégié. Il y a un établi en désordre, des armoires pleines de matières premières, des outils dont on ignore le nom et l'usage, des odeurs de vernis, de bois, de tissu, de terre. On a aussitôt envie de toucher, d'essayer à son tour. Et en effet, il y a ce matin, dans ma boîte aux lettres, un colis d'un demi-kilo emmailloté dans du papier ménage. La pièce est flanquée d'un post-it en souvenir d'une belle journée. Convient au lave-vaisselle et au micro-ondes. Voilà, ma toute première céramique. Un vilain cendrier, tout ordu, que Mathilde a eu la gentillesse de cuire après notre départ, d'émailler, de recuire et de m'envoyer. Une belle journée en effet. Passée à l'ombre d'une ruelle oubliée de la vieille ville de Sion, dans un atelier, de l'air pandémique, avec désinfectants et signalétique. Évitez les déplacements inutiles. Toussez dans votre coude. Restez chez vous en cas de fièvre. On y trouve une petite salle d'exposition avec ses sucriers, ses tirelires, ses bols, ses cocottes, ses plats à gratin, autant de pièces qui voyageraient volontiers dans les marchés artisanaux de Lucens, Vercorin ou Saint-Luc, si les marchés non nécessaires n'étaient pas interdits. La boutique doit rester fermée parce que le Conseil fédéral n'a pas jugé la céramique essentielle. Contrairement aux assiettes industrielles des supermarchés alentours, tous ouverts. Mathilde s'en fiche. Son marché de Noël en ligne a très bien marché. Et puis la pandémie. Tout ce remue-ménage, c'est du temps court. Ce qu'elle nous fait voir, c'est du temps très long. 20 000 ans d'histoire. Le tout premier art du feu,
apparu bien avant la métallurgie et le travail du verre, bien avant la première épidémie de peste, il y a 4000 ans. Mathilde porte un tablier en jeans et un t-shirt noir. Elle trempe ses mains dans une bassine d'eau tiède, arrache un morceau de grès. Elle forme 8 boules de 700 grammes. La quantité exacte est consignée dans un carnet à spirale. Elle doit honorer une commande. Une connaissance souhaite 8 bols pour son mayen. Elle les vendra 15 francs et se chamaillera une fois encore avec son chéri qui se bat pour augmenter ses marges, pour valoriser son travail d'artisane, en vain. Car on l'a dit, ce genre de tracas, elle s'en fiche. Elle préfère imaginer le destin de ces bols, le nombre de litres de chocolat chaud qu'ils vont contenir, les cris des parents quand les enfants vont les casser. Sylviane est courte pointière. Courte pointière. C'est un joli mot. Mais rares sont ceux qui le connaissent, alors elle vous l'explique. Un double mètre, une paire de ciseaux, une machine à coudre et 2 mains, voilà mon métier, coudre tout ce qui se trouve à l'intérieur d'une maison. Sylviane vous le dit de but en blanc, elle n'est pas du genre à tricoter, elle parle comme elle est, entière, directe. Elle est comme ça, et même si son patron lui demande parfois d'arrondir les angles, ce n'est pas à 2 ans de la retraite qu'elle va changer. Elle aime dire qu'en mettant bout à bout toutes les coutures qu'elle a faites à la machine, on parcourrait 5 fois le tour de la Terre. Il y a le logo de l'entreprise sur son polo gris. Elle porte une veste en polaire assortie à ses lunettes rouges. Elle est assise, immobile, face à la fenêtre, vue sur un tout petit bout du Léman. Elle coud sur une Bernina des années 50, une machine comme elle les aime, cossue, tout en acier, sans électronique, avec seulement 2 fonctions, point droit, zigzag. De fil en aiguille, elle me fait visiter les pièces de l'étage et ouvre chaque armoire pour présenter de nouveaux objets et de nouveaux mots. Volant, flottant, galon, glisseur, passe-poil, passementerie. « 2h26 de route », indique Google Maps. Ralenti par un camion remorque entre Sierre et Brigue, on se demande si cet aller-retour vaut vraiment le détour. Et puis, en suivant le Rhône, on remonte la ravissante vallée de Conches, on se gare devant l'église paroissiale de Reckingen, un édifice baroque qui en met plein les yeux, ornements, autels, fresques et orgues vieux de 2 siècles et demi. Il faut grimper les marches d'un étroit escalier en colimaçon pour rejoindre Annette, occupée à faire le grand service de l'orgue. Ce dernier ne contient plus que ses tuyaux apparents. Elle a disposé sur une étagère éphémère les 600 autres. Il y en a de toutes les tailles, de plusieurs formes, ouverts, fermés, en alliage étain-plomb, en bois, fonctionnant comme des flûtes ou comme des clarinettes. Ils ont été nettoyés à la brosse, au chiffon humide. Parmi les tuyaux qui portent un scotch, il y a ceux qu'elle pourra décabosser sur place, comme elle dit, et ceux qu'il faudra réparer à l'atelier. À sa grande surprise, le plus gros abritait un oiseau mort. Il sera obstrué par une moustiquaire.
Elle emprunte une échelle de bois pour soulever une minuscule trappe et atteindre le sommier. En l'absence des tuyaux, on prend place dans le ventre de l'orgue. Annette raconte avoir passé l'aspirateur, vérifié les orifices de chaque tuyau, repéré les fuites d'air, inspecté toutes les vis, constaté que certains clous datant de 1800 avaient bougé et causé des problèmes d'étanchéité. L'échelle est maintenant appuyée sur le devant de l'orgue, il ne faut pas avoir le vertige, lui permet enfin d'accéder au buffet et de décrocher le couvercle de la partie inférieure du sommier. Il est écrit sur le bois H.J. Fuglister 1975. H.J. c'est Hans Jacob, son père. Il était venu restaurer l'orgue il y a un demi-siècle. L'émotion est palpable, d'autant qu'il est décédé depuis. Au crayon, Annette inscrit Annette Fuglister 2023 et remet le couvercle en place. Un peu comme l'organiste de la paroisse, Marly active à tour de rôle du pied droite les 8 pédales de son métier à tisser. Des cadres montent, descendent alors, séparant des centaines de fils selon 8 dispositions différentes. De la main droite, elle attrape une poignée qui envoie valdinguer la navette avec le fil de trame dans un sens, puis dans l'autre. De la main gauche, elle tire à 2 reprises le lourd battant du peigne pour tasser la trame, 2 bruits secs, puis remet le battant en place, 1 bruit sec. C'est la valse grinçante de la tisserande. Une valse dont l'intensité dit l'humeur de l'artisane. Une valse que ni Rhône FM, ni la sonnerie carillon de son smartphone ne peut perturber. Une seule chose détonne dans ce tableau d'un autre siècle, la main de la tisserande. Une main qui porte une imposante montre de marque sertie de faux brillants, des doigts égayés d'un vernis à ongles vert émeraude, le vert du drapeau de son pays natal, le Brésil. On le voit, on l'entend. L'artisane n'est pas de la vallée. Elle roule les R quand elle prononce le verbe ourdir, quand elle décrit son schéma d'armure. Certes, elle se fie à la tradition, imite les broderies en vieux point pour décorer des nappes, transpose les ajours du costume évolénard pour fabriquer des napperons. Mais elle aime aussi apporter sa touche personnelle, inviter des couleurs très vives, celles de son pays natal, surtout quand revient le printemps. Tu veux qu'on chauffe la table ? Tu préfères quelle musique ? La tatoueuse Marny le propose à sa cliente avec l'accent des Grands Lacs canadiens. Elle porte un bandana autour de la tête et une chemise en jeans qui laisse entrevoir des motifs de l'ethnie Iban. Un tatouage réalisé à l'ancienne, à Bornéo. Elle dit que là-bas, le rythme des bâtons de bambou frappant des os imbibés d'encre, c'est comme une transe qui fait oublier la douleur. Elle me dit, en Occident, on est dans la consommation. Un jeune entre, il veut un tatouage, mais il ne sait même pas lequel. On se tatoue pour ressembler aux autres, alors qu'avant, on le faisait pour se distinguer. Son premier tatouage, Marny l'a fait à l'âge de 20 ans. Une petite libellule gravée par un sale type qui lui avait proposé un rabais si elle enlevait le haut. Au vu du résultat, elle s'est dit qu'elle pouvait faire mieux. Alors elle s'y est mise, même
si sa prof de dessin lui disait « ce n'est pas un art », même si sa mère lui disait « ce n'est pas un métier ». Elle sirote son Earl Grey et cherche sur Spotify une musique qui convienne à sa cliente, une femme de 74 ans, qui porte des bottes de cuir jaune, un pantalon multicolore avec un grand Mickey sur la jambe droite et souhaite sur sa poitrine, près de l'épaule, un Mickey et une Minnie. Marnie reporte ses croquis sur papier calque, les dispose sur le corps de la cliente face au miroir. Si les jeunes tatoueurs téléchargent des images sur leur iPad, elle préfère quant à elle travailler à la main, dessiner le motif 3 fois sur papier, sur calque, sur peau, pour se l'approprier. On va éviter la clavicule et ce grain de beauté, tu vois. L'oreille de Minnie coupera juste le pied de Mickey. Elle revêt ses gants bleus, remplit 2 godets d'encre et étale un peu de graisse à traire. Elle branche son dermographe, une reproduction d'une machine des années 70 avec une buse faite main et 2 bobines pimpées disco. Elle enduit la peau de savon désinfectant. Début du grésillement. En entrant dans l'atelier d'Adriana, les 2 premières œuvres que vous apercevez sont une Betty Boop en noir et blanc et un Silvio Berlusconi tout bleu. Elle détestait Il Cavaliere. Elle fait chauffer une petite cafetière italienne. Elle vous invite à ouvrir la fenêtre et vous servir dans un cajot de mandarine. Le flux de ses paroles évoque les rues de Ravenne, la ville où elle a grandi. Ce matin, Adriana poursuit une œuvre personnelle. Elle réinterprète le détail d'une gigantesque mosaïque réalisée dans la cathédrale d'Otranto dans les Pouilles. Ce détail évoque une légende méconnue, celle d'un combat qui aurait eu lieu à Lausanne entre le roi Arthur et une étrange créature, le chat du lac. Elle s'assied devant un billot surmonté d'une contre-lame et morcelle une plaque de marbre avec un marteau en forme de lune. Elle confectionne ainsi des tesselles, les éléments de la mosaïque. Chaque billot a son caractère, chaque marteau son usage, chaque pierre sa sonorité, sa densité, son énergie. Ensuite, ce n'est qu'une question de rythme. Malgré la dureté des matériaux, elle ne se fait pas mal au poignet. Elle utilise le poids du marteau. Il le faut bien. Elle se souvient de la reproduction d'une mosaïque turque, un Ganymède et un aigle qui lui avaient demandé 1 mois de coupe à plein temps. Quand elle a rempli un bac de tesselles, elle se rapproche de la table de travail. Sur un support, elle étale un mélange de chaux et de sable qu'elle humidifie pour conserver sa malléabilité. Elle décalque à l'envers sur cette surface les lignes générales du dessin. Elle prend une poignée de tesselles et les dispose sur l'œuvre en fonction de leur forme. Vous pouvez déjà lire les mots Rex Arturus. Vous devinez le contour du roi et de son cheval. Son rêve est de créer un spectacle avec son mari, qui est conteur, et cette mosaïque en guise de scénographie. Elle aimerait raconter cette légende qui relie l'Italie et la Suisse. De la manière dont elle en parle, vous savez qu'elle le fera. C'est un art qui ne fait aucun bruit. Ses yeux sont à quelques millimètres des verres de ses lunettes, elle-même à quelques
centimètres d'une grande loupe à bras articulés. Par-dessus son épaule, on distingue des doigts géants s'emparer d'un cutter et suivre les contours de minuscules fleurs crayonnées. Petit à petit, son plan de travail s'égaye de dizaines de confettis multicolores. Elle s'empare d'une télécommande, allume sa chaîne hi-fi, la Moldau du compositeur Bedřich Smetana. Elle adore Smetana, presque autant que Dvorak. Elle mime de ses mains les mouvements de la rivière qui traverse Prague. Elle montre du doigt l'un de ses précédents découpages affiché dans le salon. L'élément O y est central. Je suis une femme poisson. Une femme poisson dont les fenêtres de l'aquarium donnent sur le massif de la Gumflow. Le matin, elle aime observer aux jumelles les bouquetins qui gambadent parfois sur les pentes de la Pierreuse. Plus proche de nous, sur le rebord de la fenêtre, un Bouddha de bronze médite en position du lotus. On croit alors que le temps s'est arrêté pour de bon, mais il s'écoule en vérité comme la Moldau aux périodes de crue. Car même dans les traditions séculaires, il y a des remous, des tourbillons. Les prochaines échéances sont inscrites en gros caractères sur le mur au-dessus d'elles comme une épée de Damoclès. Après des commandes pour l'hôtel Parc Gstad, une galerie de Bâle, une autre de Verbier, les services marketing de Caillé, de Cénovis, elle planche sur une commande pour un musée lucernois. Pour être dans les temps, elle travaille comme à son habitude, 6 jours sur 7, 6 heures par jour. Et si elle prend 3 jours de vacances, elle se dit toute rouillée, comme jadis quand elle eut la fâcheuse idée de faire du travail à la chaîne, de reproduire plusieurs fois un même motif. On ne l'y reprendra plus. Du neuf, toujours du neuf. Voilà pourquoi une citation de Gustave Mahler orne son cartable. La tradition, c'est la transmission du feu et non l'adoration des cendres. Elle porte une paire de baskets, un grand tablier bleu, une chemise à fleurs, des lunettes violettes posées sur ses cheveux blancs. Il y a des copeaux de bois sur le tapis. Elle joue du violoncelle entre un établi de menuisier et une paroi couverte de limes, de ciseaux, de rabots. Elle joue le chant des oiseaux, un air populaire catalan qui rend heureux et triste à la fois. Les notes éclaboussent les choses, les animent, les contaminent. Il y a de la musique sur les archets à remêcher, les montonnières, les protège-parquets, les volutes de tête. Sur le poème d'une nièce affichée contre un mur, sur la table de sa grand-mère qui était peintre sur émail. Le chant s'immisce dans les 36 tiroirs d'un vieux meuble qui abrite des prototypes de chevalets, des sourdines fabriquées à l'époque de Debussy. L'air s'insinue dans la caisse de résonance d'une guitare appartenant au luthier bernois qui fut pendant 10 ans son maître entre une pile de revues Strad et des pots de pigments alignés. Et soudain, Chopin. Rien à voir. Mélodie numérique, sonnerie de téléphone. Elle lâche son archet, décroche. C'est un ami de Carouge qui souhaite réparer son violon et demande un devis. Elle appuie son violoncelle contre l'établi, prend quelques notes, dit au revoir et raccroche. Elle nous dit qu'elle vient de jouer sur un instrument autrichien fabriqué en 1890. Nous allons maintenant entendre un violoncelle qu'elle a fabriqué elle-même, il y a 10 ans. Tout a été réalisé à la main, elle n'a acheté que les chevilles d'accordage et le cordier. Elle joue. On voit derrière elle des planchettes d'épicéa de la forêt des Ars à Rougemont qui ont servi à fabriquer
la table, la partie supérieure de l'instrument. Chaque ligne foncée correspond à un hiver. Le dos, la partie inférieure, c'est de l'érable qui a séché pendant 20 ans. Elle l'a creusé à la gouge, au racloir, puis au rabot noisette. Elle a dessiné les deux ouïes à l'aide d'un canif. Elle a aminci les éclisses, les a pliées avec un fer à chaud, un torchon humide. Elle dépose l'instrument. Elle nous demande ce que nous en pensons. Le photographe trouve que le premier, le plus ancien, a un son plus cristallin. Le second est plus puissant, plus rond, moins nasillard, plus transparent. Elle est d'accord avec lui. Mais même après 40 ans de pratique, elle se demande toujours pour quelle raison un violoncelle sonne ou ne sonne pas. Est-ce la qualité du bois, le travail de la taille, la recette des vernis, la chance? L'artisanat fascine, car il est la réconciliation de la tête et des mains. Dès la naissance, nous avons appris à réfléchir en observant, en touchant, en manipulant. Moi, j'y crois dur comme fer. Celles et ceux qui travaillent avec leur corps, qui sont dans le faire, sont plus à même de penser le monde. Il y a une correspondance entre l'intelligence et la manière dont on se sert de ses mains. Quand la tête travaille toute seule, il y a de sérieux risques de dissociation, d'évaporation au père-pied. On s'en remet aux microprocesseurs, aux moteurs de recherche et à l'intelligence artificielle, ces miroirs aux alouettes qui ne feront jamais de beaux vitraux. Il faut d'urgence donner une pelle et une brouette aux boursicoteurs, influenceurs et autres manchots contemporains. La pause est terminée. Elle revêt sa veste matelassée à carreaux. Elle n'a pas pris la peine d'ôter sa vareuse de pêcheur. Elle dit qu'il faisait 2 degrés ce matin dans le temple. Pas si froid. En extérieur, il lui arrive de porter une combinaison de ski ou une veste chauffante électrique. Dans la nef, on est épié par l'œil austère d'un buste du réformateur Pierre Viret, mais aussi, plus discrètement, par un petit bonhomme de pierre accroché à une clé de voûte qui nous montre son derrière en prenant bien soin d'écarter les fesses. On imagine la bonne humeur du sculpteur et la consternation des paroissiens. On peine à suivre Camille qui cavale sur les échafaudages, emprunte un escalier métallique, grimpe sur une échelle, nous emmène à 2 mètres de la voûte. Debout sur une échelle double, elle nettoie à sec, à l'aide d'une gomme synthétique, une couche de crasse causée en grande partie par le système de chauffage. Elle progresse lentement. Par moments, elle est frite à la main, des colmatages mal en point. On entend de petits morceaux de mortier atterrir sur les planches de l'échafaudage. Si nous n'étions pas là, si elle était seule, elle remettrait son casque, poursuivrait le podcast du matin, un documentaire de France Culture sur le naufrage du sous-marin La Minerve, mais on est là. Alors, elle nous dit « La beauté de mon métier, je crois que c'est de voir les œuvres d'art longtemps, de très près, de vivre avec, intimement. » Si nous n'étions pas là, si elle était seule,
Alicia serait en train de renforcer le sac à dos d'un randonneur venu se plaindre que les fixations de ses skis usent la toile. Elle réparerait peut-être une selle, un harnais ou un licol, ce genre de travaux qui font vivre la sellerie. Notre présence l'autorise à reprendre l'ouvrage qui lui tient le plus à cœur. Elle déroule sur l'établi la courroie de cuir d'une cloche. Elle découpe de petites étoiles à l'aide d'un maillet et d'un emporte-pièce. Elle les brode dans des tombées de cuir. Elle poinçonne les initiales du client. Elle reporte maintenant à l'aide d'un calque d'autres motifs à broder. Elle maintient la courroie dans une pince à coudre, un étau géant de bois qu'elle active avec les pieds droits. Avec une haleine tranchante, elle troue le cuir aux endroits où passera le fil. Une lanière très solide, à base de peau de kangourou. Ce n'est pas une blague, mais elle nous rassure. La courroie, c'est de la vraie peau de vache suisse achetée à la tannerie d'Oberdisbach dans le canton de Berne. Alicia a pu exposer ses colliers de cuir lors d'une exposition sur les sonnailles au musée gruérien de Bulle. À 23 ans, elle se retrouvait seule femme, aux côtés de 8 hommes, à participer à l'aventure. Elle eut droit à une double page dans le journal La Gruyère. Des centaines de personnes découvraient son travail, dont le client de la commande qu'il occupe en ce moment. Seulement voilà, des cloches qui dorment dans un musée, des cloches qui sommeillent dans une salle d'exposition. Très peu pour elle. Alicia n'accepte de les exposer que si elle peut les reprendre en octobre durant 3 semaines lors de la des Alpes. Toutes ces courroies sont portées régulièrement. Le cuir de la vache doit retrouver le cuir de la vache. C'est un mois de décembre radieux. L'ombre d'un tilleul centenaire ne peut empêcher le soleil oblique du matin de frapper contre les vitres de l'atelier. Il faut laisser la porte ouverte. On entendra donc les oiseaux et les nombreux tracteurs de la route de Tornil-Petit. On fera en sorte que Basile et Virgule restent dehors, les griffes des chats aiment s'en prendre aux toiles, au cuir. On retrouve Fabienne affairée devant son cousoir. Elle découpe un fil de lin, l'enduit de cire d'abeille pour qu'il glisse mieux et ne fasse pas de nœud. S'aidant de 2 chevillères comme repère, elle coud les cahiers de la revue La Hulotte. La bibliothèque du gymnase d'Yverdon lui a demandé de relier les derniers numéros. Elle aplatit les revues assemblées sur une vieille presse manuelle. Elle préfère ne pas allumer sa presse hydraulique. Elle crée la couverture à partir d'un tissu de toile et d'une plaque de carton qu'elle découpe avec une cisaille d'acier rachetée à une relieuse zurichoise. Ensuite seulement, elle se rend au premier étage. Elle en profite pour nous présenter sa machine à rifter le cuir, sa découpeuse d'angles arrondis. Elle allume la presse de dorure à chaud, ouvre un tiroir plein de caractères de plomb, choisit la taille et compose quelques mots à l'envers. Quand la presse atteint 65 degrés, elle applique un folio doré entre la couverture et les caractères, imprime sur la tranche de la couverture La Hulotte 2021-2022. Un L, 2 T, c'est bien ça. Une erreur et il faudrait tout refaire. Voilà 40 ans que Fabienne habille du dimanche des livres de la semaine. C'est une formule entendue de la bouche de l'écrivain vaudois Émile Garda. Elle continue d'assembler des feuillets de papier à la main, de fabriquer des cartonnages. Elle l'enseigne aussi. À la fin de mes ateliers de reliure, les participants sont si fiers de repartir avec leurs propres livres. Elle aime la sensualité des matériaux nobles, le toucher de la toile,
et des fils de soie, l'odeur du cuir et de la colle d'amidon, les nuances des papiers marbrés, du parchemin. Elle recourt souvent à sa tablette numérique, écoute de la musique sur Spotify, mais n'en démord pas. Ce qui manque à notre époque, c'est la concentration, le concret, le travail à la main. Qu'elles en aient conscience ou non, ces artisanes sont des militantes. Elles luttent contre les lois du marché. Elles sont libres de s'exprimer et d'expérimenter, de prendre leur temps, de faire, défaire, refaire. Elles résistent à l'air ambiant, spécialisé, spéculatif, refusent la division des tâches, la cadence, la concurrence. Leur idéal est collectif. Leur pratique est curieuse, joueuse. C'est le contraire du protocole. Un travail en soi et pour soi, un travail qui fait grandir, le contraire de l'aliénation. D'une certaine manière, elle réveille l'enfant qui sommeille en chacun de nous, cette effervescence artisane, cette ferveur créatrice, les coloriages, les découpages, ces objets que l'on construisait, que l'on détruisait, que l'on réparait. Elles insufflent l'espoir d'une autre vie possible, elles font du bien autour d'elles. Elles sont certainement en avance sur notre temps.